Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Média. Merci de nous rester fidèles. Au Burkina, suite à l'appel du nouveau président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup de jeunes se sont fait enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie. Les nouvelles autorités ont allégé les mesures pour le recrutement de 35 000 volontaires communaux et de 15 000 volontaires nationaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quel impact de ce recrutement de VDP dans la lutte contre le terrorisme? Comment mieux renforcer la défense et l'intégrité du territoire burkinabé? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief au Bénin, le parti Les Démocrates n'a pas pu compléter sa candidature à la Commission nationale autonome faute de quitus fiscal. Ce parti d'opposition ne participera pas ainsi aux législatives de janvier 2023. Seules 5 candidatures ont été retenues par la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Tentons vers un nouveau scrutin au Bénin sans l'opposition béninoise. Quel avenir pour les formations d'opposition au Bénin? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Thierno Souleymane Diop-Niang, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'être là avec nous. Bonjour Dada, merci et je salue mon vis-à-vis le grand journaliste M. Thior avec qui je partage ce plateau. Merci beaucoup. Et Mamadou Thior, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda de m'avoir invité. Merci à vos téléspectateurs. Merci aussi à mon co-débatteur, M. Diop-Niang. Et M. Thior, les autorités burkinabées de transition ont lancé aujourd'hui une campagne de recrutement de 50 000 VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Quelle lecture déjà faites-vous de ce recrutement massif aujourd'hui de civils comme supplétifs de l'armée burkinabé? Oui, ce recrutement massif, c'est un couteau à double tranchant parce que vous recrutez des civils pour aller combattre des militaires, des terroristes lourdement armés. Ils peuvent être des chairs à canon. Donc 50 000, c'est beaucoup. Même si, oui, il faut se donner pour la patrie. La défense de la patrie n'a pas de prix. Mais je pense qu'il aurait... Ils ont d'ailleurs payé un lourd tribut dans cette lutte contre le terrorisme à l'est et au nord également du Burkina. Absolument, parce que là, en face, les gens sont lourdement armés. Quand les terroristes viennent à bout de militaires, n'en parlons pas de civils. Je pense que peut-être, oui, il y a l'urgence, mais j'aurais mieux milité pour un plan de recrutement vraiment militaire. Parce qu'en face, les gens sont bien aguerris. Et ce n'est pas avec la bonne volonté de 50 000 civils que la donne peut changer. Je pense que bon, ce recrutement-là, j'ai vu même qu'il y a un ministre qui a dit qu'il fait partie du recrutement, le ministre des Sports. Ça m'a fait sourire. J'ai dit, bon, est-ce que le ministre n'est pas en train de vendre un peu sa peau? Parce que bon, aller au front quand on est un civil, même si on maîtrise un peu le maniement des armes de manière très terre à terre, ça ne fait pas de vous un vrai combattant. Et suite à cet appel aujourd'hui, Thierno, à l'appel du capitaine Traoré, le nouveau président de la transition burkinabé, qui demande aujourd'hui à tous les Burkinabés de participer à cet effort de guerre dans le cadre d'une mobilisation populaire contre le terrorisme. On a constaté que des jeunes, des personnes âgées et même des femmes aujourd'hui commencent à s'inscrire en masse pour être recrutés comme VDP. Selon vous, quelle contribution aujourd'hui de ces volontaires dans la lutte contre le terrorisme, puisque c'est à cet effet qu'ils se sont engagés? En fait, moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation au Burkina est très grave, en fait. Aujourd'hui, les terroristes prennent 40% du territoire burkinabé. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que le capitaine a pris le pouvoir. Parce qu'il a justifié son putsch par l'échec de Damiba, qui lui avait justifié aussi son putsch par l'échec de Kaboré. Donc on est dans un cycle infernal, une répétition. Et rappelons que le recrutement des supplétifs ne s'est pas fait, n'a pas commencé avec ce capitaine-là. C'est depuis même Kaboré. Ça a commencé avec Kaboré en 2015. Exactement. Et malheureusement, on n'a pas eu des résultats escomptés. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre derrière cela. Et donc je pense que c'est bien, c'est important de s'engager pour la patrie, comme a dit M. Thior. C'est un élan qu'il faut saluer, mais qu'il faut l'organiser.
parce qu'en face, ce n'est pas des enfants de cœur. Et aujourd'hui, on voit que la configuration de l'extrémisme violent dans le Sahel est différente. Ce n'est pas uniquement des armées qui sont en face, c'est souvent une guerre asymétrique. Et les gens qui sont armés, parfois et de manière assez différente, en fait, ils n'ont pas juste des armes conventionnelles. Et donc, il faut comprendre toutes ces tactiques-là, il faut comprendre toute cette dynamique-là si on veut venir à bout de cela. Je pense qu'il faut une stratégie bien huilée, bien élaborée. Vous avez rappelé tout à l'heure que ce n'est pas nouveau. Les VDP, l'idée aujourd'hui provenait du président Roch-Marc Christian Kaboré en 2015. 2015 à 2022, 7 ans se sont écoulés. Selon vous, pourquoi jusque-là cela n'a pas donné les résultats escomptés? Mais parce que c'est comme je le disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la lutte contre l'extrémisme violent ou le terrorisme n'est pas uniquement une lutte armée. La stratégie militaire, elle doit s'inscrire dans une dynamique plus globale. Et à côté, il faut voir le Burkina Faso. C'est un pays très pauvre aujourd'hui, c'est ça la vérité des faits. Malheureusement, Marc Kaboré, qui même s'il a été élu démocratiquement, n'a pas réussi à développer ce pays-là. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est-à-dire aujourd'hui même, on sait que les gendarmes et certains militaires qui étaient au front, mais ils étaient très mal, très mal équipés. Et même lors du coup d'État du capitaine Traoré, une certaine partie du territoire, à savoir Djibo, frôlait aujourd'hui l'insécurité alimentaire. Mais exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment un melting pot de difficultés. Le Burkina aujourd'hui ploie son corset de crise. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire que c'est vrai, le Burkina aujourd'hui veut s'en sortir parce qu'on parle de terrorisme, etc. Mais il y a autre chose en fait. Parce que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui dépasse uniquement une lutte armée en fait. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui motive les gens à vouloir s'engager auprès des officines terroristes. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de jeunes rejoignent ça? Parfois c'est par la force, bien entendu. Autrefois c'est par l'endoctrinement. Mais autrefois aussi c'est pour avoir un avenir meilleur. Parce que ces gens-là leur promettent monts et merveilles. Donc il faut comprendre tout cela si on veut lutter contre les terroristes. Mais pas uniquement armer des militaires, si je peux me permettre cette répétition, ou armer des civils. Parce que former des civils en 14 jours, leur donner des armes et les amener au front, ça peut être dangereux. Et on reste sur ce point. Allez-y, tu vois. Je crois que le capitaine Traoré, Ibrahima, le président de la transition, a pris conscience de la gravité de la situation. Parce que le dernier discours qu'il vient de tenir, il l'a dit, il a averti les Burkinabés, nous sommes tous responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Il a dit qu'à Ouaga, c'est à Ouaga et à Bobo que les gens font la fête, mais pendant ce temps-là, comme l'a dit Diop Niang, bon, le reste du pays est en train de leur échapper. Donc si nous ne faisons rien ensemble, nous périrons ensemble. Et il a dénoncé aussi la politisation de l'armée qui a mené à ce que mon co-débatteur évoquait tout à l'heure, ce fiasco depuis Kaboré. Parce qu'on a vu Damiba quand il est arrivé en militaire, les gens ont pensé que le problème allait être réglé et on s'est rendu compte qu'il n'en est absolument rien du tout. Avec le capitaine Traoré, est-ce qu'il va faire mieux? Attendons de voir. En tout cas, il fait preuve de volontarisme, mais le volontarisme dans la situation actuelle ne suffit pas. Et là, au-delà de dénoncer et de mettre en garde les populations burkinabées par rapport à cette réalité-là, c'est-à-dire qu'on fait la fête à Bobo ou à Ouaga, mais dans le reste du territoire aujourd'hui, des Burkinabés sont tués. Est-ce qu'il ne faudrait pas lui aussi aller vers des actions concrètes, puisque c'est sur ça également que les Burkinabés l'attendent? Et c'est ce qui a été reproché aussi à son prédécesseur, à savoir le lieutenant-colonel Damiba. Je pense que pourquoi même il a réorganisé l'armée. Parce que le pays, aujourd'hui, compte 6 régions militaires. De 3, maintenant il y a 6 régions militaires et 2 régions aériennes. Donc il est conscient que l'armée doit être proactive. Parce qu'aujourd'hui, il se rend compte que souvent, bon, il y a le problème de moyens que Diop Niang évoquait tout à l'heure, et c'est un problème. Quand les gens n'ont pas le moyen d'équipement, ils ne peuvent pas se battre. Je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais aussi, il a créé ce qu'on appelle les bataillons d'intervention rapide, de sorte que, bon, dès qu'il y a une urgence, les gens peuvent se déployer. Parce que aussi de ce côté-là, c'est un vrai problème. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ces bataillons d'intervention rapide, qui est un nouveau bataillon qu'il a créé par décret présidentiel. Absolument. Mais ces VDP aujourd'hui, les volontaires reçoivent une formation de 14 jours, Thierno l'a rappelé tout à l'heure, une formation militaire, si on peut l'appeler ainsi, de 14 jours, et sont dotés aussi d'armes et de moyens de communication. Et je vais rappeler également qu'ils ont payé un lourd tribut dans les combats à l'est et au nord du Burkina. Mais comment aujourd'hui, davantage, puisqu'ils ne sont pas des militaires, 14 jours c'est insuffisant pour former quelqu'un à la guerre, surtout une guerre asymétrique contre le terrorisme, mais comment aujourd'hui ils pourraient davantage appuyer l'armée, surtout pour ce qui est du renseignement, puisqu'on le rappelle, ce sont des civils, donc ils sont proches de la population. Comment est-ce qu'ils pourraient contribuer dans le domaine des renseignements?
Oui, peut-être de ce côté-là, parce que si c'est pour aller faire la guerre, c'est sûr que l'hécatombe va continuer. Donc peut-être en termes de renseignements, comme ils habitent avec les populations. Puisque leur mission initiale surtout, c'est les renseignements et protéger aujourd'hui dans leurs localités respectives, protéger les populations et leurs biens contre les attaques terroristes. Et là aussi en termes de renseignements, le problème qui va se poser, c'est que s'ils sont identifiés, ils vont donc être ciblés et tués par les terroristes. Parce que vous voyez souvent, ils viennent dans un village et essayent de démasquer un peu ce qu'ils appellent les traites, les gens qui sont en train de renseigner l'armée et les déciment. Donc il y a aussi ce problème-là à gérer. Comment faire en sorte que ces volontaires-là ne soient pas, comme je l'ai dit, des chairs à canon pour les terroristes. Parce que oui, je pense que quand même 14 jours c'est assez peu, même si c'est dans l'urgence, une formation minimale, ça doit pouvoir se faire sur 3 mois pour que les gens puissent être quelque peu aguerris. Parce que même si c'est pour le renseignement, il arrivera dans des situations où ils sont obligés d'être devant. Parce que souvent, peut-être, il y a un problème d'effectif au sein des armées et qu'il n'y en a pas assez. Bon, moi, comme je l'ai dit, je pense que la meilleure formule, c'était peut-être de recruter vraiment de vrais militaires pour aller faire la guerre, parce que la guerre, elle est faite par les militaires. Et par rapport à ce recrutement de militaires-là, Thierno Souleymane Diop Niang, le recrutement massif des VDP est censé répondre à l'urgence sécuritaire. C'est ce qu'avait déclaré aujourd'hui le président Kaboré. C'est également ce qu'a réitéré aujourd'hui le président de transition, le capitaine Traoré. Et à côté des 50 000 volontaires que veut recruter le Burkina, il y a également une campagne pour un recrutement aujourd'hui de 30 000 militaires pour renforcer les rangs de l'armée burkinabé dans la lutte contre les terroristes. Mais au vu de la situation, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage aujourd'hui mettre focus sur ce renforcement des forces armées burkinabé plutôt que des civils, à savoir des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie? Moi, je pense non seulement qu'il faut renforcer les militaires, parce que c'est eux qui sont prêts pour aller à la guerre, parce que c'est dans leurs ADN. On les formate pour défendre la patrie. Et donc, je pense qu'ils possèdent les capacités idoines pour défendre le Burkina aujourd'hui. Autre chose aussi, c'est que cette armée-là pourrait former, bien entendu, des gens, ou en tout cas des citoyens, pour un peu les aider dans le renseignement, autre chose, etc. Mais ce qui est grave, en fait, et pour moi, et c'est là que se trouve mon inquiétude, c'est que demain, on peut se retrouver avec des milices. C'est-à-dire que ces supplétifs aujourd'hui qui sont formés, on sait qu'il y a des problèmes ethniques dans le Sahel. C'est la vérité. Les communautés sont souvent armées et se font la guerre entre eux, malheureusement, et souvent on voit que c'est des conséquences désastreuses. Donc si aujourd'hui, la première des choses, on peut se retrouver avec des milices qui sont armées, des milices qu'on ne va pas contrôler, et si jamais ils échappent à la coupe républicaine, mais il peut y avoir un désastre. Ou jamais si demain ces mêmes milices-là viennent à être en parfaite intelligence avec les terroristes aussi, ça peut poser un problème. Donc là, on va dans une aventure, on plonge vraiment vers l'inconnu. Comment aujourd'hui va être organisé tout ça, on ne sait pas encore. Comment prévenir aujourd'hui de telles situations? Puisque vous l'avez dit, dans d'autres localités aussi du Sahel, on avait vu ces exemples où sur le plan ponctuel, c'était une décision qui avait été prise aujourd'hui pour armer des civils, pour les aider à lutter contre l'insécurité ou le terrorisme, mais au final, une certaine partie s'est transformée en milice. Donc comment prévenir aujourd'hui une telle situation au Burkina? Je pense qu'on est dans une situation d'urgence, c'est vrai. C'est pourquoi on veut recruter ces gens-là. Mais même si on les recrute, je pense qu'on doit mettre en avant le recrutement des militaires, c'est-à-dire des personnes aguerries pour faire la guerre. Ensuite, on est dans l'urgence. Parce qu'il y a un grand écart dans le recrutement, 50 000 civils, 3 000 militaires. Mais exactement. Non seulement, je pense que parce ils auront effectivement une mission ponctuelle et c'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'urgence, mais la guerre contre le terrorisme se gagne dans le temps long, le moyen et long terme. C'est ça la vérité. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement par le moyen militaire. Aujourd'hui, il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu qui sont tout aussi cruciaux, comme l'économie, comme la sensibilisation, comme le soft power, etc. C'est beaucoup de pans qu'on peut débattre aujourd'hui, qu'on peut poser sur la table pour lutter contre l'extrémisme violent. On est dans l'urgence, mais moi, sincèrement, je reste dubitatif parce que ce que j'ai vu, par exemple, se passer au Mali ou bien ce que j'ai vu dans d'autres pays du Sahel où des milices armées, aujourd'hui, ont quelque part même réclamé leur indépendance. Et en fait, souvent, ça passe sous les radars, mais c'est ça la vérité. Et ça continue à embraser le Sahel. Donc, je pense qu'on veut c'est comme ce qui a été dit au Mali. C'est-à-dire que le Mali est un exemple patent. Quand la République s'affaisse, il y a un problème.
Et la République, pour qu'elle soit debout, il faut qu'une armée républicaine. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait, par exemple, au Mali. Les FAMA, les forces armées maliennes, retrouvent leur capacité d'antan. C'est important. C'est la même chose qu'il faut enclencher peut-être au Burkina. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais il faut peut-être qu'aussi, ce n'est pas uniquement l'armée burkinabé qui doit faire ça. Je pense que la CEDEAO aussi a un rôle très important. Il faut que cette institution-là vienne en aide. On parlait de la dernière fois de force d'interposition. Il y a des hommes au sein de la CEDEAO. N'oublions pas qu'on est 400 millions encore. Et donc, prendre des militaires de la CEDEAO pour régler un problème qui dépasse, un problème qui menace tous les pays de la CEDEAO, c'est important. Et moi, c'est surtout, je l'ai une fois dit, je pense que nos militaires ne font que dormir alors qu'ils sont payés pour aller faire la guerre. Je pense que c'est son idée que la CEDEAO... Parce qu'aujourd'hui, le problème, si ça dépasse le Mali, on a vu qu'au départ, c'était le Mali. Finalement, le Niger a pris, le Burkina a pris. C'est le cas actuellement au Burkina, puisque la menace terroriste ne se limite plus au Burkina. Même le Bénin. Aujourd'hui, elle évolue vers des pays comme le Bénin, le Togo et j'en passe. C'est pourquoi ça doit être une question adressée par la CEDEAO. Nos militaires, chaque pays peut contribuer parce qu'ils sont là à se tourner les pouces, mais il faut les mobiliser pour aller faire la guerre et faire face à cet ennemi-là, parce que c'est un ennemi. Mais est-ce qu'on peut limiter ça aussi, Thior, à faire la guerre, dans la mesure où la menace, elle est asymétrique. Thierry nous l'a rappelé, la menace, elle est asymétrique et une guerre contre la menace terroriste ne se gagne pas seulement sur le terrain militaire. Oui. Et nous avons vu également les limites du tout militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le reste, c'est ce qui nous dirige. Parce qu'en fait, en réalité, Diop Niang l'a bien expliqué. Pourquoi les jeunes là répondent aux sirènes des terroristes? C'est parce qu'ils sont désœuvrés. Si on n'occupe pas les jeunes, mais ils vont aller là-bas parce qu'ils croient avoir un avenir meilleur. Parce que quand on est là à se tourner les pouces, à boire du thé à longueur de journée, quelqu'un qui vient vous proposer un temps soit mieux que ça, mais vous y allez. Donc là aussi, du côté des politiques, si les militaires sont mobilisés, les politiques doivent mettre en place des politiques, nos hommes politiques avec grand H doivent mettre en place des politiques pour vraiment prendre en charge les problématiques qui assaillent le désœuvrement des jeunes. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on va gagner cette guerre-là contre le terrorisme et pas que le tout militaire. Et miser surtout sur la prévention aujourd'hui, miser aussi sur des activités de développement aujourd'hui pour d'abord prévenir l'extrémisme violent et éviter d'en arriver aujourd'hui à cette radicalisation qui conduit à des attaques terroristes. Bien sûr. On en revient au bataillon dont vous avez parlé tout à l'heure. Mis à part aujourd'hui le recrutement de ces civils, le nouveau président de la transition, le capitaine autant pour moi, Traoré, a également signé un décret présidentiel créant une nouvelle unité dans l'armée burkinabé. Il s'agit du BIR, le bataillon d'intervention rapide, composé aujourd'hui de 6 bataillons. Et parmi leurs missions figure entre autres l'intervention le plus vite possible et le plus en avant, en privilégiant aujourd'hui la mobilité et la puissance de feu face à toute menace contre l'intégrité du territoire. Quelle contribution aujourd'hui d'un tel bataillon dans la lutte contre le terrorisme? Oui, ces BIR-là doivent faire mieux que ce qu'on avait jusque-là, parce que dans les 6 régions militaires qui existent, ça veut dire que mathématiquement, il y aura un BIR qui sera beaucoup plus opérationnel tout de suite quand il y a urgence. L'esprit, c'est ça. Mais bon, c'est un bataillon qui peut être saisi directement par le chef d'état-major général des armées et qui est commandé aussi par un officier qui a le grade de commandant et son adjoint également. Absolument, absolument. Et je pense que bon, sur le papier, ça a fière allure, mais maintenant, on verra ce que ça va donner à l'épreuve. Parce que c'est à ce niveau qu'il faudra qu'on attend les résultats. Je pense qu'il faut avoir un préjugé favorable pour le capitaine Traoré, parce que c'est quand même des propositions qui vont dans la bonne direction. Maintenant, est-ce que la situation du Bénin, du moins du Burkina, n'est pas quand même assez préoccupante? Parce que là aussi, à voir le recrutement de ces 50 000 civils, ça veut dire qu'il a pris conscience et il l'a dit lors de ce discours-là. Aujourd'hui, la situation est extrêmement grave et nous avons une part de responsabilité. Parce que quand un pays également perd 40% de son territoire au profit des groupes terroristes, quand même c'est extrêmement grave. C'est beaucoup. Et même quand vous regardez, les gens n'en parlent pas beaucoup. Beaucoup d'enfants ne sont plus scolarisés. Parce que bon, les parents n'ont plus l'esprit à ça quand on est déplacé. Et ça, c'est une catastrophe.
pense que l'UNICEF a alerté. Et d'ailleurs, même dans certaines localités, les autorités locales aujourd'hui ont fermé certaines écoles par mesure de sécurité pour ces enfants-là. Absolument. Ça veut dire pas d'année scolaire pour ces enfants. Et tout ça, c'est grave pour l'avenir de tous ces enfants-là qui perdent des années et qui finalement, beaucoup vont abandonner l'école. C'est quand même extrêmement grave. Donc vous voyez qu'en termes de conséquences sociales, bon, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, au-delà aussi de ce tout militaire, puisqu'on a vu beaucoup de mesures prises par le nouveau président aujourd'hui burkinabé, vont dans ce sens-là, c'est-à-dire renforcer les forces armées burkinabées, renforcer également la lutte militaire et tout. Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, Thierno, la lutte contre le terrorisme ne se limite pas aujourd'hui au tout militaire. Comment aujourd'hui investir aussi dans ces autres secteurs, à savoir la prévention de l'extrémisme violent, à savoir la lutte contre le terrorisme avec d'autres actions qui ne soient pas forcément militaires? Mais qui soit aussi efficace. Bon, peut-être que je pense qu'on va accorder un préjugé favorable au capitaine Traoré, comme dit M. Thior. Maintenant, je pense que c'est un militaire de formation. Donc lui, il est préparé pour faire la guerre. Il est devenu un chef d'État. C'est-à-dire qu'un chef d'État, il prend des décisions politiques. Et c'est dans les décisions politiques que nous allons trouver les solutions qui, à long terme, vont apporter vraiment cette paix-là qu'on veut, ce développement qu'on souhaite pour le Burkina. Et comment ça va se faire? Je pense qu'il faut s'appuyer sur les leviers ou les potentialités du Burkina, qui en regorgent énormément. Et aujourd'hui, il ne faut pas juste se limiter à faire la guerre ou en tout cas essayer de trucider, si on veut, ces mouvements terroristes-là. Il faut aussi donner un avenir, à proposer un avenir radieux à ces jeunes-là. C'est tellement malheureux qu'on voit aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils ont peur. Des communautés entières aujourd'hui qui sont vraiment coupées de la marche de la République au Burkina, au Mali comme au Niger. C'est ça qui se passe, c'est ça le véritable drame. Il faut apporter des solutions. Au-delà, et comme je le dis, les solutions qu'on doit apporter aujourd'hui sont des solutions régionales. Parce que nous avons des pays dont les frontières sont poreuses. Le terrorisme et l'extrémisme, la violence, etc., le banditisme qu'on retrouve au Sahel, ça peut du jour au lendemain se téléporter vers un autre pays et avec des conséquences désastreuses. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les solutions qu'on doit proposer, ou en tout cas les solutions qu'on doit implémenter, doivent se faire dans une dynamique intégrale et dans une dynamique de collaboration. Aujourd'hui, on ne peut pas, si jamais le Burkina cède, mais surtout le golfe de Guinée, et peut-être à long terme, c'est toute la région ouest africaine aujourd'hui qui va s'embraser. Aujourd'hui, on est encore chanceux, alhamdoulilah, le Sénégal, on constitue d'être un îlot autour d'un cercle de feu. Mais jusqu'à quand? Je pense que c'est pourquoi aujourd'hui, il faut vraiment être dans une dynamique prospective. Essayer de voir l'avenir, comment ça va se passer en termes de démographie, tous ces jeunes-là qui continuent à grandir, quel avenir ils rencontrent, quel est leur horizon, etc., etc. Il faut réfléchir sur ces questions-là. Ça devient vraiment crucial en fait. Et au-delà du Burkina, Thior, aujourd'hui, les pays frontaliers comme le Sénégal aujourd'hui ou d'autres pays frontaliers avec ces États comme le Burkina ou bien le Mali, ainsi que même la communauté économique régionale à laquelle ces pays appartiennent, au-delà du tout militaire. Comment est-ce qu'ils pourraient accompagner aussi ces pays qui font face à la menace terroriste pour relever ce défi-là, au-delà du tout militaire, à savoir dans la question du développement, dans la question de la prévention de l'extrémisme violent, de l'éducation, de la formation des jeunes et j'en passe. Comment les communautés régionales ou bien même d'autres pays frontaliers peuvent accompagner ces pays-là pour faire face à la menace, surtout pour veiller aujourd'hui à d'abord endiguer aujourd'hui les causes avant d'en arriver à ces conséquences-là, ça veut dire à ces attaques terroristes. Pour endiguer le phénomène... Oui, la contribution aujourd'hui des communautés économiques régionales et même des pays frontaliers, c'est très simple nous ne sommes pas à l'abri. Parce que vous prenez la CEDEAO, l'expérience du Libéria est là, c'était une guerre civile. Et pourtant, avec les Comores, la CEDEAO a réussi quand même à ramener la paix là-bas. Donc il y a quand même un acquis de taille sur lequel la CEDEAO peut partir pour aider. Parce que là, c'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre contre un ennemi peut-être invisible qu'on appelle les terroristes, qui réussissent un peu à endoctriner les jeunes dans les pays concernés. Je pense que c'est à ce niveau-là que l'organisation sous-régionale doit pouvoir venir en aide à tous ces pays touchés. Parce que vous voyez, c'était les 3 pays au départ, mais maintenant ça a glissé jusqu'au Togo. Ça veut dire que pratiquement ce que disait M. Diop-Niang, à ce rythme-là, c'est tous les pays de la sous-région qui seront touchés si rien n'est fait. Parce que quand on pense que l'enfer, c'est les autres, ça arrive à votre porte. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau et que ces communautés-là puissent servir plus au mieux-être des populations. Parce que si on met une CEDEAO
qui ne nous amènent pas un mieux-être, à quoi ça sert? On peut se féliciter par exemple qu'au sein de la CEDEAO, qu'on ait une carte d'identité qui nous permet de circuler dans les 15 pays membres, encore qu'il y a des pays où, quand vous y allez, vous exhibez votre carte d'identité, vous avez des problèmes. Si vous ne faites pas preuve de fermeté, moi j'ai fait l'expérience au Cap-Vert, mais j'ai dit aux gens, arrêtez de vraiment de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Si le Cap-Vert ne fait pas partie de la CEDEAO, dites-moi depuis quand? Mais je suis resté ferme et j'ai pu pénétrer avec ma pièce d'identité. Mais après, les gens m'ont dit, en tant que journaliste, qu'il y a beaucoup de problèmes qu'ils ont. Et ça aussi, c'est un problème. Quand on voit un peu l'espace Schengen, comment cet espace-là est harmonisé. Aujourd'hui, l'Union européenne, presque 27 pays. Donc, ça veut dire qu'il y a des modèles à copier, peut-être textuellement, mais en termes d'où l'intérêt de mieux renforcer aujourd'hui l'intégration entre peuples africains sous-régional, à savoir au niveau de cette communauté économique régionale, à laquelle des populations locales. Au niveau des populations locales, mais également, il faut le rappeler, des organisations comme la CEDEAO également font face à certaines difficultés, surtout pour ce qui est aujourd'hui du financement de leurs propres projets et programmes. Pour ce qui est d'un autre pays, à savoir le Bénin, ils font face à un autre problème, à savoir les élections législatives de janvier 2023, des élections qui risquent de se dérouler sans des formations de l'opposition politique béninoise. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Thierno Souleymane Diop Niang, 5 listes de partis politiques sont autorisées à participer aux élections législatives de janvier 2023. Il s'agit du bloc républicain, de l'Union progressiste Le Renouveau, du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, du mouvement populaire de libération, également Force Cori pour un Bénin émergent. Quelle lecture faites-vous déjà de cette liste de partis politiques retenus pour les législatives de janvier 2023? En fait, on voit qu'en ce moment, ce qui se passe dans le paysage politique béninois est assez inédit en fait. On a l'impression que les partis politiques qui vont aux joutes électorales semblent être choisis. C'est ça la vérité. Je ne sais pas. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on utilise la légalité pour cela. Parce qu'aujourd'hui, si on met en avant le cutus fiscal, c'est-à-dire que personne ne peut s'offusquer contre ça. On va dire que les partis politiques ne sont pas, comment dirais-je, n'ont pas été exigeants en termes d'organisation. D'ailleurs, c'est l'argument avancé par certains souteneurs du président Talon, que toute personne qui aspire aujourd'hui à diriger un pays doit s'acquitter aujourd'hui de payer ses droits fiscaux. Exactement. C'est-à-dire que quand on dit aujourd'hui à quelqu'un, écoutez, il faut faire preuve d'un certain patriotisme fiscal, mais en fait, on ne peut pas opposer d'arguments à cela, c'est ce qui est normal. Maintenant, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce qu'il faut exciper tous ces obstacles-là, ou en tout cas toutes ces épreuves, parce que ce sont des épreuves aujourd'hui face auxquelles les partis politiques doivent tout faire pour s'affranchir au Bénin. Et ça aussi, ça interroge un peu la gouvernance Talon depuis qu'il est au pouvoir, parce qu'on dirait que le monsieur semble vouloir se pérenniser au pouvoir, alors qu'on voyait un président fraîchement élu qui avait des idées assez novatrices, qui voulait tout changer. Il a même parlé à un moment d'un seul mandat. Et après, il a fait savoir qu'il ne dépasserait pas les 2 mandats. Mais on reste avec cette présidence Talon. Oui. Aujourd'hui, les dernières législatives également, il n'y avait pas de parti d'opposition. Exactement. Et les autres scrutins également qui a eu lieu dans le pays, pas d'opposition. Même si aujourd'hui, les forces aujourd'hui Cori pour un Bénin émergent de M. Unke, puisqu'il est à la suite aujourd'hui de ce qui a été décidé par le président Talon, il a été choisi aujourd'hui comme principal chef de l'opposition, en tout cas officiellement chef de l'opposition béninoise. Aujourd'hui, on a comme l'impression que aussi depuis les dernières législatives et les autres scrutins passés, on a comme l'impression que rien n'a été fait. Les législatives passées, pas de parti d'opposition. Pareil également pour ces législatives des années plus tard. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que rien n'a bougé aussi entre-temps? Mais c'est le statu quo, c'est une théâtralisation de l'espace public ou de l'espace politique. Ça s'est passé il y a quelques années au Sénégal, quand le tout puissant président Abdoulaye Wade organisait des élections législatives
quand il le voulait, souvent choisissant même ses opposants ou les listes avec lesquelles il allait aller au scrutin. En fait, pour moi, rien n'est nouveau sous le soleil. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, je répète plutôt ce que Paul Valéry dit en fait, que tous les hommes politiques ont lu l'histoire. C'est pour épuiser l'art de répéter les catastrophes. En amont du pouvoir, on a de beaux discours, on a des intentions extraordinaires. Ces hommes politiques-là vont vous dire, on va changer ce pays-là. Mais à l'épreuve du pouvoir, on voit autre chose. On voit des hommes politiques qui font cavalier seul, qui veulent garder le pouvoir et qui se donnent les moyens. Malheureusement, ils instrumentalisent la légalité. Et parce que, comme je disais à l'entame de mes propos, quand on met aujourd'hui le patriotisme fiscal sur la table, etc., quand on convoque d'autres paramètres, mais les gens ne peuvent pas dire que en fait c'est illégal. Et c'est ça qui est malheureux. Malheureusement, cette légalité-là est au service de la politique et c'est ce qu'on retrouve souvent dans beaucoup de d'autres pays et dans ce cas d'espèce au Bénin. Et aujourd'hui, Thior, est-ce que ces hommes politiques-là ont ce droit également d'instrumentaliser la légalité en leur faveur, la justice en leur faveur, ou de faire moins que leurs prédécesseurs, surtout pour ce qui est des droits et libertés et des acquis démocratiques aujourd'hui trouvés sur place? En tout cas, ce qui est certain, c'est que Patrice Talon s'est mis en dictateur depuis qu'il est là. Il faut dire les mots tels quels. Parce que vous dites qu'il ne faut pas faire moins que ses prédécesseurs. Il a fait moins que son prédécesseur Yaya Boni. Il a été accusé d'empoisonnement à l'égard du président. Vrai ou faux, il était exilé en France. Le président, dans sa magnanimité, a lâché du lest pour qu'il rentre pour pouvoir être candidat. Il aurait pu l'exiler, comme lui il le fait actuellement avec Léa Dissoglo, Sébastien Adjavon qu'il a fait élire lors de son premier mandat. Mais le président du Bénin actuel, il se montre inflexible. Et je pense qu'on ne gouverne pas le Bénin comme ça. Le Bénin est une grande démocratie qu'il a fait reculer. Et d'ailleurs, son prédécesseur Boni Yayi avait tout fait pour le rencontrer. À l'issue de ces rencontres, là aussi, une liste de propositions lui avait été faite aujourd'hui pour un retour de la stabilité dans le pays, à savoir aujourd'hui la libération des détenus dits politiques, également les opposants aujourd'hui exilés, qu'ils reviennent et qu'on essaie de voir aujourd'hui comment mettre en avant l'intérêt du pays au détriment des intérêts politiques. Oui, parce qu'on se rappelle du siège du domicile de Yaya Boni pendant des jours. Et je pense qu'on est sorti de là. Yaya Boni a fait preuve de compréhension. Même le fait, son comportement quand il était président, je pense que ça, Patrice Talon devait savoir raison garder. Mais quand vous regardez, lui, il aime les assemblées monocolores. Figure-toi, Daouda, que l'assemblée béninoise compte 83 sièges. Il est arrivé lors d'une des législatives où il y avait 9 groupes parlementaires pour une assemblée de 83 sièges. Ça veut dire qu'il y avait une vie parlementaire. Alors, l'Assemblée qui va finir bientôt son mandat, il n'y a que 2 partis, c'est une Assemblée monocolore. Donc, les 2 partis qui lui sont acquis et les 5 listes dont il est question. Mais regardez les 5 listes. Même le FCB, dans sa version actuelle, c'est un parti de la mouvance présidentielle, disons les choses. C'est d'ailleurs ce que disent les autres partis d'opposition, que le FCB n'est pas un parti d'opposition. C'est pas un parti d'opposition, c'est un parti favorisé par le président Patrice Talon pour faire valoir que oui, il a une opposition, mais en réalité, c'est un parti de la mouvance présidentielle. À la limite, c'est les démocrates qui sont qui incarnent l'opposition. Mais je pense que le fisc, quand même, en fait trop. Comment peut-on réclamer 1,5 milliard à 3 candidats? Ce n'est pas parce que le président Talon est un milliardaire qu'il pense que tous les Béninois doivent être des milliardaires. Je pense que ce que les démocrates ont dit, il faut savoir raison garder. Et ils avaient un délai de 72 heures aujourd'hui pour compléter leur dossier avec ce fiscal-là. Ils ont fait un recours. Mais bon, la Cour constitutionnelle est une cour acquise à Talon. Vous avez vu l'ancien président qui a démissionné. A démissionné pour prendre aujourd'hui la tête de la coalition présidentielle. Et ne soyez pas surpris qu'il soit le successeur de Talon. Parce que ça aussi, on voit venir où il veut aller. Mais j'ai dit, ce recours de la Cour constitutionnelle béninoise a été connue pour être une cour indépendante. Je pense qu'il doit faire preuve de compréhension et remettre les démocrates sur les rails. Parce que je trouve le système quand même assez sévère. Pourquoi les 3 candidats doivent donc porter la poisse aux autres? Dans nos pays, on donne la latitude aux partis de remplacer les candidats au cas par cas. Mais si on dit, s'il y a un seul, tous les autres, ça passe à la trappe.
je pense que ce n'est pas un très bon système. Et aujourd'hui, l'ancien président de cette Cour constitutionnelle, durant les préparatifs de ces législatives-là, avait démissionné ou bien a démissionné aujourd'hui de cette Cour constitutionnelle pour prendre les rênes de cette coalition aujourd'hui au pouvoir, à savoir la coalition présidentielle. Et actuellement, a vu en tout cas comment les choses se dessinent, il serait peut-être bien parti également pour être peut-être un futur président de l'Assemblée nationale béninoise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous les signaux n'étaient pas là pour en arriver à cette situation-là, à savoir aujourd'hui une nouvelle élection ou bien un nouveau scrutin sans encore des opposants ou bien sans les opposants les plus représentatifs dans le pays? Oui, mais c'est comme disait M. Tchao. Je pense que depuis très longtemps, Patrice Talon a fini de montrer peut-être son vrai visage, celui de quelqu'un qui ne veut pas de l'opposition autour de lui. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis, moi c'est un peu ce qui me déçoit parce que quand le monsieur arrive au pouvoir, il est dans des auspices de changement, mais très rapidement il s'est montré quelqu'un qui aime que les gens soient, en fait il a créé une certaine cour. Aujourd'hui il met en prison certains de ses opposants, d'autres il les exile et il utilise des contraintes financières ou bien des contraintes... Mais est-ce que les changements sur lesquels il mise ne sont pas plutôt sur le plan du développement, genre les droits et libertés ou bien les acquis démocratiques pourront attendre? Oui. Puisque également face aujourd'hui à la crise post-Covid et l'inflation à laquelle beaucoup de pays africains, surtout ouest-africains, font face, aujourd'hui le Bénin est le pays qui a le mieux géré aujourd'hui l'inflation. Est-ce que donc il n'a pas plus misé sur le développement au détriment en tout cas des droits et libertés ou bien des acquis démocratiques? Mais écoute, Daouda, même si Patrice Talon se targue d'être un bon manager, c'est-à-dire un homme qui vient du privé, qui a réussi, même encore que cette réussite-là est adossée à un coup de pouce du régime passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que Talon était un proche de Yahi Boni. Le coton, oui. Le coton qu'il a enrichi. C'est exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yahi Boni... Et en retour aussi un coup de pouce que Talon donnait au pouvoir actuel et à d'autres hommes politiques également. Aujourd'hui qui sont de l'autre bord. Mais c'est-à-dire que Talon, c'est quelqu'un de très intelligent. Il a créé son réseau. Il faut un peu comprendre l'histoire politique de Talon. Et c'est intéressant. Peut-être qu'on va y revenir une autre fois. Mais pour voir que l'homme s'est organisé et s'est donné les moyens de son ascension. C'est malheureusement les mêmes méthodes qu'il a utilisées qu'il ne veut pas que les autres utilisent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il utilise des moyens financiers et les moyens de l'État. C'est-à-dire que c'est un milliardaire à la tête de l'État. Et aujourd'hui, il crée une cour. Et aujourd'hui, baser son action sur le fait que le Bénin est en très bonne santé économique et qu'aujourd'hui, il faut privilégier le développement, pour moi, ce n'est pas la meilleure des choses. Vous savez, on peut construire énormément d'infrastructures, mais le legs immatériel, il est très important. Parce que dans l'histoire, c'est ça qui va apparaître. Quels sont les changements qui ont été apportés? Quelles sont souvent les lois qui ont été votées en faveur des populations? Ça, c'est important en fait. Si aujourd'hui le monsieur maintient cette dynamique-là, de brimer son opposition, de faire en sorte qu'au Parlement, il y a juste des partisans, mais en fait, on est dans un parcours unique. Le jour où il va quitter le pouvoir, mais il ne va pas rentrer dans l'histoire. Ce n'est pas les infrastructures fondamentalement qui font siéger un homme politique dans l'histoire. Je pense que souvent, eux, ils l'oublient en fait. Et à cet effet, pour pouvoir se présenter aux élections législatives du 8 janvier 2023, les différents candidats aujourd'hui devaient se munir du précieux sésame qui est le quitus fiscal, à savoir un certificat que fournit aujourd'hui l'administration fiscale. Et une caution très élevée. Oui, et une caution très élevée également, mais ce qui leur posait plus problème, c'était ce quitus fiscal-là, puisqu'ils avaient des délais réduits, en tout cas pour payer des sommes aujourd'hui faramineuses également. Donc c'était un principal problème. Surtout pour beaucoup de partis d'opposition, comme c'était le cas pour les démocrates, le parti du président Yahi Boni, qui n'a pas pu également réunir cela. Les démocrates ont décidé le fait que l'administration est attendue à la dernière minute pour leur communiquer leur situation fiscale. Parce que ça aussi, s'ils avaient fait ça plus tôt, peut-être qu'ils auraient pris les devants pour régulariser leur situation. Mais bien une constante dans cette affaire, et un des responsables démocrates l'a dit, bon, ils disent que ouais, de leur côté, il y a 3 qui ne remplissent pas, mais qu'en est-il des partisans du pouvoir? Est-ce que tous sont en règle avec le fisc? Rien ne le dit. Parce que bon, c'est une assemblée monopole. Mais si leur candidature a été validée, logiquement, ils sont en règle avec le fisc. Ils ont eu le quitus fiscal en tout cas. Mais ça, quand on est de la mouvance présidentielle, qui sait, ils peuvent trouver des arrangements entre copains. Et on reste avec le fisc. Cette fiscalité est aujourd'hui vue comme une arme massive de dissuasion politique. Partagez-vous cet avis?
Oui, c'est une arme de dissuasion politique et c'est une arme qui peut se retourner contre talon. Parce qu'on ne sait jamais, le pouvoir ça change. Et malheureusement, souvent, quand on est dans l'opposition, on dénonce les errements du parti qui est là, et quand on arrive, on laisse les mêmes lois. C'est ça qui est dangereux. Et c'est ce que disait M. Diop Niang. Aujourd'hui, un homme d'État doit penser à la prochaine génération et pas à la prochaine élection, comme on le dit très souvent. Penser à la postérité. À la postérité, c'est important. Et poser des actes. Parce que rien ne nous dit que si par exemple, les prochaines élections présidentielles, les démocrates ne vont pas laisser en l'état ce fameux quitus fiscal pour améliorer le parti de Talon ou les gens qui soutiennent Talon. Parce que ça va être, on entre là dans un cycle infernal. Et c'est pourquoi je pense... Mais pour cela, il faudrait aussi qu'il participe à une élection et qu'il la gagne également pour en arriver à ce stade-là. Mais élection présidentielle, je pense, quel que soit Alpha, c'est une personne, ils peuvent gagner l'élection présidentielle. Parce que là, ils ne sont pas fous pour mettre un candidat qui n'est pas en règle avec le fisc. Mais là, les élections législatives, comme il y a plusieurs candidats, oui, il peut y avoir un candidat qui passe à la trappe. Mais moi, j'estime que le système est assez sévère. On doit pouvoir les laisser comme ils ont demandé à la Cour constitutionnelle, mais de changer les 3 candidats qui ont des problèmes avec le fisc par d'autres qui sont en règle. Aujourd'hui, comment revoir ce système-là, jugé en tout cas sévère, au-delà même des observateurs que nous sommes, même par la société civile béninoise, les opposants et d'autres observateurs aujourd'hui? Comment revoir ce système-là pour permettre à tous les acteurs politiques de partir à chance égale, puisque le système tel que, en tout cas, mis en place, ne donne pas aux acteurs politiques les mêmes chances de participer aux différents scrutins? Écoute, moi j'ai une lecture holistique. Je quitte même le Bénin. Je vais voir un peu ce qui se passe au niveau d'autres pays, surtout de la CEDEAO, dans le financement des partis politiques. Ça pose un problème. C'est-à-dire aujourd'hui, les partis politiques, ils ne font pas de déclaration de leur d'impôts. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ces partis politiques fonctionnent au point de vue d'investissement. On a eu un débat ici, on sait que même des chaises appartiennent à celui qui a créé le parti politique. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, si on aspire aujourd'hui à prendre le pouvoir, si on aspire à conquérir un suffrage... D'où souvent le problème de dévolution qui se passe à chaque fois quand celui qui dirigeait le parti aspire à se retirer. Mais exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État crée des mécanismes de financement des partis politiques. Ça se passe dans tous les pays. Maintenant, c'est aux partis politiques d'être transparents et même d'anticiper. Parce que c'est un piège. Si aujourd'hui, on sait qu'en face, il y a une administration, ou bien en tout cas de Patrice Talon, qui aujourd'hui montre carrément qu'il veut garder le pouvoir et qui se donne les moyens de garder le pouvoir, je pense qu'il faut anticiper dans comment dire, certaines conditions. Aujourd'hui, et ça fait partie des pièges. Ça aussi montre un peu, je ne dirais pas que certains de nos hommes politiques sont véreux. Et que quand il faut aller négocier avec le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir, ils le font. Ils sont aussi capables d'être des opposants très radicaux et en même temps aussi souvent être des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi se donner les moyens, il faut poser le débat sur le financement des partis politiques. On parlait tout à l'heure de terrorisme, etc. On sait aujourd'hui que certaines officines privées peuvent être des canaux de financement du terrorisme, etc. Par rapport à ce financement des partis politiques également, est-ce que les pouvoirs en place, les pouvoirs publics ou les tenants des pouvoirs n'ont pas une certaine responsabilité? Puisque souvent, vous l'avez rappelé, il n'y a pas une certaine transparence aujourd'hui de d'où vient l'argent aujourd'hui qui finance les partis politiques africains. Prenons juste l'espace CEDEAO que vous avez choisi tout à l'heure. Comment ces partis sont financés? Est-ce qu'aujourd'hui, les organes de contrôle de ces pouvoirs ou bien de ces tenants du pouvoir n'ont pas une certaine responsabilité par rapport à cela? Mais non seulement ils ont une responsabilité, parce que je pense que aujourd'hui, le parti politique est une association, c'est-à-dire constituée d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, il y a des différents règlements. Je donne un exemple très simple. Si on va au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, tous les partis politiques doivent annuellement déposer un bilan. Ce qu'ils ne font pas. Ce qu'ils ne font pas, exactement. Alors, et à ce niveau, j'ajoute un mot, on nous parle de pléthore de partis, plus de 300 partis. Oui. Alors que cette question-là, si on respectait la loi, aurait pu permettre de réduire drastiquement ces partis. Exactement. Parce que c'est une obligation légale. Exactement. Si le ministère de l'Intérieur faisait respecter cette réglementation, on allait se retrouver avec le moins de partis politiques. Parce que beaucoup de partis ne respectent pas ça. Et peut-être on verrait, même si les partis au pouvoir respectent, on va commencer avec eux. D'où la responsabilité dont j'ai parlé tout à l'heure du laisser aller, d'autant plus que les lois sont là. En tout cas, le cadre réglementaire est là. Mais on a comme l'impression qu'il y a un certain laisser aller aussi de la part des gouvernants, qu'ils ne cherchent à réguler ou à recadrer que quand souvent il y a un opposant et une personnalité en face qui dérange. Exactement, c'est ça le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut appliquer ces règles-là. Parce que les partis politiques
politiques aussi doivent s'inscrire dans une redevabilité. Ça, c'est fondamental. Il ne faut pas juste que les partis politiques continuent à évoluer sans qu'on les contrôle, sans qu'on ne sache quel est en tout cas les activités principales plutôt que ces partis politiques sont amenés à faire tous les jours au service des populations. Parce que ces partis politiques ils naissent pour un objectif. Conquérir le pouvoir, le garder, etc. Bon, ça, c'est la science politique. Mais concrètement, aujourd'hui, dans la vie publique de ces partis politiques-là, comment ils existent? Parce qu'on voit des partis politiques avec d'énormes moyens. Et souvent, ça change. Peut-être on voit un parti politique dans l'opposition qui colmote les brèches. Mais une fois au pouvoir, le parti politique change avec de gros moyens, etc., etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, mais on voit le parti présidentiel aujourd'hui avec d'immenses moyens. Est-ce que ce sont les mêmes moyens que l'APR disposait en amont du pouvoir? Je ne pense pas. Et aujourd'hui... D'où l'intérêt de la redevabilité aujourd'hui, qu'on soit dans l'opposition comme dans le pouvoir. C'est le ministère de l'Intérieur. Différentes formations politiques. Ouais. Et cela demande également une certaine transparence de la part du ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Intérieur. Mamadou Thior, le Bénin aujourd'hui était un pays qui était cité très souvent comme exemple aujourd'hui de démocratie. Mais de plus en plus aussi sous Patrice Talon, on sent une certaine restriction des libertés, un certain recul également des acquis démocratiques. Comment le pays en est arrivé là? Bon, les partisans de Talon vous disent que oui, ils privilégient l'économie à la place de ce que vous venez de citer, l'image que le Bénin renvoyait d'une grande démocratie. Mais bon, vous savez aussi, il faut surtout laisser son nom à la postérité, c'est important. Et je pense quand on regarde, par exemple, même en termes de lois qui ont été votées par cette assemblée monocolore, par exemple, il y a des secteurs d'activité où la grève est interdite. Qu'est-ce qui a permis ça? Parce que l'Assemblée... L'éducation, la santé, voilà, les transports... Parce que l'Assemblée est acquise à talons. Donc, il peut faire ce qu'il veut, faire voter des lois. Dernièrement, quand les aiguilleurs du ciel sont allés en grève, il a fait voter une nouvelle loi dans ce sens-là. Je pense que ça, quand même, c'est dictatorial. Il faut laisser les gens s'exprimer, bon, dans le cadre légal, mais ne pas mettre le pays sous joug réglé. Parce que ça c'est pour qui connaît le Bénin, je pense que c'est un recul démocratique quand même énorme, qui ne va pas dans la bonne direction. Parce que quand vous regardez un peu la sous-région, le Bénin forçait le respect en termes d'avancée et les gens vraiment aimaient copier ce pays-là. Vous prenez l'histoire, lui, il en est à son deuxième et dernier mandat, Patrice Talon. Il n'ose pas, la question du troisième mandat, le débat ne se posera pas au Bénin. Il a réitéré d'ailleurs dernièrement qu'il en est à son dernier mandat. Il n'a même pas à le dire, parce qu'au Bénin, la question ne se pose pas. Et je pense que malheureusement, la Cour constitutionnelle, on voit ce qu'il en a fait. Mais dans d'autres pays, Thior, la question ne se pose pas et pourtant des actions sont en cours. Je donne juste l'exemple, permettez-moi la digression de la Centrafrique aujourd'hui, où c'était clairement limité à 2. Oui. Mais aujourd'hui, des actions sont en train d'être posées pour aller carrément vers une révision ou ce changement même de constitution. Mais là-bas, au moins, la présidente de la Cour constitutionnelle a dit niet. Et l'histoire retiendra qu'elle a dit niet. On verra les conséquences. Mais elle n'est plus présidente, elle a été mise à la retraite. Mais il faut plutôt perdre son poste que de perdre vraiment la face. Elle a préféré perdre son poste parce que l'histoire retiendra, comme ce qui est arrivé avec Khalifa Sall en Guinée, quand il a dit à Alpha Condé, gardez-vous des sirènes révisionnistes. Lors de son installation après sa réélection, on a vu finalement il avait raison. Alpha Condé est parti par la petite porte. Donc c'est ça, il faut savoir se projeter. Quand les cours constitutionnels s'opposent à nos présidents, parce que nos présidents souvent, mais vraiment c'est des gens qui sont super puissants, qui pensent qu'ils ne touchent pas sol et que tout le monde doit être sous leurs ordres. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on est dans un système où il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire qui sont d'égale dignité, quoi qu'on puisse dire. Mais souvent en principe, ces trois pouvoirs sont d'égale dignité. Mais dans les faits également, on retrouve autre chose. Dans les faits, surtout sous nos cieux, en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est un présidentialisme fort, un exécutif qui est assez puissant sur le législatif et même des fois sur le judiciaire. On en revient aujourd'hui au cas du Bénin, où la Sénat a invalidé, je l'ai rappelé tout à l'heure, la candidature des démocrates et d'autres
d'autres partis d'opposition. Et aujourd'hui, cette opposition ne va pas une nouvelle fois participer à ces élections, à savoir les législatives de janvier 2023. Quel impact aujourd'hui cette non-participation de l'opposition béninoise pourrait avoir sur ce scrutin-là? Surtout pour l'image que renvoie le pays. J'en reviens tout à l'heure à vous, surtout pour l'image que renvoie aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être continuer un peu d'affaiblir cette image-là du Bénin. Le Bénin qui était vu comme une vitrine démocratique en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, ce pays est sous coupe réglée, je pense, démocratiquement parlant. Les présidents viennent, font leur mandat, partent, et c'est très intéressant. Le Bénin a été cité en exemple. Aujourd'hui, on a un président qui ne veut plus d'opposition, qui ne veut plus une voix discordante, qui a une seule feuille de route, celle de se maintenir au pouvoir pour le moment. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, même cette problématique de troisième mandat-là, je dis que, parce que je discutais la dernière fois, il y a quelques mois, avec des amis béninois, des amis, c'est vrai, qui sont de la diaspora, mais qui ne reconnaissent plus leur pays parce qu'aujourd'hui, il y avait des choses qui étaient indébattables là-bas, la question du troisième mandat. Mais on susurre cela parce que Talon, on ne sait pas où il va. Et il montre cela, c'est-à-dire qu'il ne fait pas juste parler, il pose des actes. Il muselle l'opposition, il n'y a pas de voix discordante quand il y a des élections. Et face à cette situation-là, Thierno, quelle responsabilité aujourd'hui des partenaires internationaux, comme également des partenaires africains, à savoir l'Union africaine ou même la communauté économique régionale à laquelle appartient le Bénin? Mais écoute, Daouda, ce qui va se faire, même parce dans qu'à chaque fois aussi, nos États avancent cette question de la souveraineté aujourd'hui pour empêcher aujourd'hui ces partenaires d'intervenir dans ce genre de malheureusement, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que, bien entendu, on peut faire des communiqués, on peut rappeler tous les textes de la CEDEAO, les protocoles additionnels, etc. pour rappeler à nos chefs d'État qu'il ne faut pas faire telle et telle chose. Souvent, ils font la sourde oreille, ils vont le faire. Quand il y a des dégâts, qu'est-ce qu'on fait? On sanctionne ces États-là. Par exemple, on a des exemples, pas quand au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Et les sanctions souvent sont plus ressenties par les populations que par les responsables exactement. de cette situation. C'est ça la vérité, malheureusement. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense que... ça dit, dans l'absolu, on se dit qu'on a une certaine dynamique. On reste optimiste. On se dit que si aujourd'hui on amène vraiment à faire comprendre ces chefs d'État-là, à les faire comprendre qu'ils doivent inscrire leur nom dans la postérité, mais en de bons termes, c'est-à-dire pas simplement en créant des infrastructures, mais en faisant en sorte de bâtir des États de droit où il y a une expression libre et démocratique, où il y a aussi une respiration démocratique, où l'espace public n'est pas étouffé par des mains qui souvent sont là juste au service d'un président ou d'un roi télé, exemple. Une façon d'amener aujourd'hui les tenants des pouvoirs en Afrique à se conformer aujourd'hui aux textes qu'ils ont trouvés sur place, à ne pas aujourd'hui les modifier à leur guise pour les adapter par rapport à leur situation. En attendant d'avoir peut-être de meilleurs textes, en attendant de poser le débat de fond sur notre forme de république, la manière dont on gouverne nos États. Le respect des acquis démocratiques, le respect de la séparation des pouvoirs, des droits et libertés et d'une presse libre également et indépendante. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Nous recevions M. Thierno Souleymane Diop Niang. Vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir été avec nous et un plaisir également de vous avoir à nouveau reçu sur ce plateau. Merci beaucoup, Daouda. Merci pour l'invitation. Merci également à Mamadou Thior. Toujours un plaisir également de partager avec vous ce plateau. Vous êtes un confrère, journaliste également, analyste politique. Merci également d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Et juste dire qu'il y a un mince espoir quand même au Bénin parce que la Cour constitutionnelle est saisie d'un recours. Espérons que ce sera à la hauteur des enjeux de l'heure. Et donc remettre la liste des démocrates parce que ça sera pour l'image du Bénin que la Cour... Et ça en revient également au respect de cette séparation stricte des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.